Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au vlog de mon voyage en Australie à l'été 2017 pour les épisodes de l'été. On attaque l'épisode 3 et nous partons d'Adélaïde, encore une fois en avion, et cette fois-ci en direction d'Alice Springs, au centre du pays. Il y a à peu près 2 heures de vol pendant lesquelles on va voir le terrain progressivement changer. En effet, si quand on décolle d'Adélaïde, c'est plutôt verdoyant, boisé, on sent qu'on est dans une zone qui n'est pas très aride, eh bien, peu à peu, en se rapprochant du centre du pays, eh bien, le désert prend l'avantage. On voit petit à petit la terre changer, la végétation se faire de plus en plus rare, et on commence à voir vraiment le désert et les lacs de sel apparaître, et l'aridité vraiment s'installer de manière assez massive. Et on arrive donc à Alice Springs. Alors, il s'agit sans aucun doute du plus petit aéroport que nous avons visité pendant notre périple. En effet, il faut dire que la ville, avec ses 21 000 habitants, est en décroissance chaque année, depuis à peu près 2001, ce qui fait qu'il y a plus grand monde qui reste sur place, à part effectivement pour les besoins touristiques. Malgré sa petite taille, elle concentre pas moins de 10% des habitants de l'État, ce qui vous montre, vu la taille de l'État, puisque l'État fait à peu près un gros quart de l'Australie, eh bien qu'il n'y a absolument personne ailleurs en fait, et que il y a beaucoup plus d'espace vide que d'espace occupé par l'homme. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui il ne reste guère plus que le tourisme pour faire vivre Alice Springs. Et au début du 19e siècle, elle a connu son heure de gloire avec l'exploitation des mines d'or et de quartz qui en ont fait sa richesse. Les gisements sont désormais trop faibles pour être rentables, ils ont donc été progressivement abandonnés, et il y a donc une très grosse partie du tissu industriel de la ville qui en est partie. Pourtant, malgré ses 21 000 habitants, c'est une ville qui est présente sur quasiment toutes les cartes du monde. En effet, quand on regarde l'Australie, Alice Springs y est prédominante, bien au centre du pays, et toujours visible même quand on dézoome. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est la seule ville de taille importante, puisque avec ses 20 000 habitants, on peut pas vraiment dire que ce soit une taille importante, mais c'est la plus grosse des villes à plus de 1000 km de distance dans toutes les directions. En gros, pour vous donner une idée, vous imaginez qu'un territoire grand comme 5 fois la France aurait comme ville la plus importante et la plus grosse le Puy-en-Velay ou Gif-sur-Yvette. Bah forcément, ça paye pas de mine, et bah c'est exactement la situation d'Alice Springs. Et d'ailleurs, si vous allez sur un loueur de voitures sur place et que vous regardez un petit peu la cartographie des alentours, là encore avec des grosses guillemets, eh bien on se rend bien compte, si vous regardez l'échelle des distances en bas du plan, qu'effectivement il n'y a rien autour et que les prochaines villes vont être très loin au nord ou très loin au sud, mais qu'à proximité, vous n'allez pas avoir de point d'étape facile où il va y avoir des commerces d'implantés. Vous avez aussi le guide de quoi faire autour d'Alice Springs, qui est assez révélateur de cette situation. Ou par exemple, on va vous proposer dans quoi faire autour d'Alice Springs une excursion pour aller découvrir des choses à 689 km de là. Et on vous dit bien donc que c'est en partant d'Alice Springs, bien évidemment. On a décidément pas du tout les mêmes valeurs en termes de distance. La navette qui nous ramène de l'aéroport est l'occasion pour nous de découvrir un homme assez particulier et que vous ne rencontrerez sans doute pas lors de votre propre voyage sur les lieux, puisque durant les 25 minutes d'attente qui nous ont été imposées au départ de l'aéroport, le temps d'attendre les derniers vols qui arrivaient, eh bien on a eu droit à un tour à peu près complet de toutes les insultes anglaises qui existaient, avec un lexique vraiment étendu. Le gars était hyper impatient et il n'a absolument pas arrêté d'insulter tout le monde. L'aéroport, les gens, le chauffeur, le bus, enfin c'était un truc de fou. Et durant le transport aussi, parce qu'il n'était pas content de pas descendre en premier à son arrêt. C'était un véritable spectacle à lui tout seul, même si pour le coup ça m'a un petit peu mis sur les nerfs. Et donc dès l'entrée dans la ville, c'est relativement impressionnant, puisque c'est la montagne elle-même qui a été creusée pour laisser passer la voie de chemin de fer et la route, par rapport à de là où on vient depuis l'aéroport. C'est-à-dire que vous avez vraiment de la montagne, un gros trou avec les passages des routes et la montagne. Ils sont pas embêtés à faire des tunnels ou quoi que ce soit, ils ont vraiment déglingué la montagne sur les 150 mètres de haut. Grosse excavation, on fait passer la route, c'est plat, c'est nickel et rien ne nous gêne, quoi. On décide de faire un petit tour de la ville, mais à partir de 17h, tout est déjà quasiment fermé, preuve que l'activité économique est quand même désormais très limitée à cet endroit. On profite du restaurant de l'hôtel pour goûter des hamburgers qui sont plutôt très bons. C'est aussi l'occasion d'aller faire nos courses puisque nous nous préparons à une excursion de 3 jours. 3 jours où nous allons découvrir 3 sites géologiques majeurs et emblématiques du Centre Rouge. On essaye aussi de tester la piscine de l'hôtel et malgré les températures plutôt clémentes du centre désertique et donc du climat continental dont on bénéficie, l'eau est quand même pas assez chaude pour en profiter pleinement. Laetitia, elle, se baigne. Moi, pour le coup, j'y trempe juste les pieds. Le lendemain matin, on se lève bien avant le lever du soleil, puisque la journée va être très longue.
Le rendez-vous était fixé à 4h30 du matin devant l'hôtel pour prendre la navette de l'entreprise qui va nous emmener pour notre excursion dans le désert. En effet, on n'a pas moins de 6 heures de route qui nous attendent pour rallier notre premier point d'étape, et donc partir très tôt est une nécessité si on veut pouvoir profiter du premier site dans la première journée. C'est donc l'occasion de bien comprendre ce qu'impose en fait l'isolement de cette petite ville et de l'immensité du pays ramené à sa population. En effet, quand on regarde, la population australienne est 2 fois moins importante que celle de la France, alors que le territoire est beaucoup plus vaste. Et en plus, 50% de la population de l'Australie est concentrée dans les 5 plus grandes villes du pays, ce qui laisse donc assez peu de monde pour peupler tout le reste de la surface ahurissante que ça représente. Les routes se résument très souvent à une couche de bitume posée à même le sable du désert. C'est pas des grosses routes comme nous avec des enrobés, puisqu'ils ont de telles distances à faire qu'en gros, ils tracent la ligne droite et point barre. Ils vont pas s'amuser à faire une excavation sur 30 cm pour que ça tienne la route, c'est vraiment pas le but. Il faut pouvoir couvrir des très grandes distances très vite. Et donc sur de telles distances, il n'est pas rare effectivement de ne pas croiser de véhicules pendant plusieurs centaines de kilomètres, à tel point que les couvertures réseau ne sont pas du tout existantes non plus sur ces secteurs, oubliez le téléphone portable, il n'y a pas de relais, et que en cas de problème, le minibus qui nous emmène pour notre excursion est équipé d'un téléphone satellite pour pouvoir appeler en cas de besoin. Et tous les 80 km environ, vous avez ce qu'ils appellent des roadhouse. Donc 80 km, ça vous fait à peu près 1 heure de roulage. Et donc ces roadhouse vont vous offrir un certain nombre de services. Vous allez pouvoir bien sûr aller aux toilettes, prendre une douche, éventuellement vous poser sur un parking pour passer la nuit si c'est vraiment un point d'étape de fin de journée. Vous allez souvent avoir de quoi acheter un minimum à manger et à boire. Et certaines vont aussi vous proposer d'acheter des souvenirs ou même faire galeries d'art aborigène pour pouvoir acheter vraiment des objets réalisés par les aborigènes en local. Et donc les aborigènes, parlons-en également parce que leur situation nous a choqués. En effet, ils sont traités en Australie un peu comme l'ont été les Indiens d'Amérique aux États-Unis. C'est-à-dire que ils font partie de la population la plus pauvre, ils ont beaucoup de mal à trouver du travail. Leur zone de vie, de chasse et leur culture a été vraiment mise à mal pendant les 2 derniers siècles par les colons. Et bien que la prise de conscience permette désormais une égalité théorique aux yeux de la loi, force est de constater qu'en pratique, c'est encore loin d'être le cas. Toutes les personnes qu'on a vues venir mendier dans des restaurants ou faire les poubelles étaient essentiellement des aborigènes. On a vu assez peu de blancs et de colonisateurs en fait dans cette situation-là. Et donc, pour revenir sur les distances, l'Australie est donc, comme je vous le disais, très grande, puisqu'en gros, c'est à peu près la taille des États-Unis si on en retire l'Alaska en termes de surface. Eh bien, même les camions sont obligés de s'adapter, c'est-à-dire que vous allez régulièrement croiser des camions avec 3 voire 4 remorques, et quand vous devez les doubler, forcément, il faut anticiper beaucoup plus qu'un camion français. On arrive donc au camp de base, on pose nos affaires et on se rend sur le premier site majeur de cette visite de 3 jours, dont la photo a sans doute déjà fait le tour de la planète un nombre incalculable de fois. Il s'agit bien sûr de Ayers Rock ou d'Uluru, puisque récemment les noms ont été inversés pour redonner le nom d'origine issu de la culture aborigène en premier. C'est donc maintenant Uluru Ayers Rock et puis Ayers Rock Uluru, ce qui, bien que ce ne soit qu'un symbole, est quand même représentatif de la prise de conscience de la nécessité de préserver la population aborigène et sa culture. Donc clairement, Uluru, c'est un site géologique assez hors du commun. C'est une formation granitique qui est vraiment impressionnante. C'est un peu comme un énorme iceberg en fait, puisque 80% de la formation se trouve sous le sol. C'est-à-dire que les 863 mètres que l'on voit au point culminant, en fait, ne sont que 20% de ce qu'il y a en totalité, et 80% restants étant donc dans le sous-sol. Donc c'est un énorme caillou qui se dresse au milieu du bush australien, qui est par ailleurs sans réel relief à pas mal de kilomètres à la ronde. Et c'est ça aussi qui le rend assez impressionnant, c'est que vous allez rouler pendant des heures en ne voyant à peu près rien dépasser à l'horizon, et vous avez d'un coup cet énorme caillou là qui est planté là au milieu de rien. Le parc d'Uluru Katachuta, puisqu'il y a ces deux sites majeurs dans le même parc naturel, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et aux yeux du peuple aborigène, ces 2 sites géologiques sont des divinités en fait, c'est-à-dire que elles ont pour eux un rapport assez spécial. C'est pourquoi depuis 2018, il n'est plus autorisé de gravir Uluru afin de respecter la croyance et la culture ancestrale du peuple aborigène. Pour eux, il y a des énergies fortes qui circulent ici. Et bien qu'on ait fait le tour, je n'ai pas donc eu le loisir de gravir le mont qui offre une vue pourtant imprenable sur les environs, alors que cela était encore possible à l'époque où nous avons fait notre voyage. En effet, pour gravir les 800 mètres de dénivelé, c'est assez long car la pente est raide, le sol assez glissant,
Et notre excursion ne prévoyait pas un temps suffisant sur place pour permettre cette ascension. Il y avait tout un tour du site qui était déjà prévu, et donc j'ai pas pu profiter du temps qui nous était imparti pour réaliser uniquement l'ascension et ne pas faire le tour. En le faisant à pied ou en vélo, le tour du site, vous pourrez le découvrir sous de multiples angles, et la lumière changeante va vous offrir des spectacles assez différents. Vous pourrez aussi découvrir des graffitis réalisés par les aborigènes, donc c'est un peu le mode peinture rupestre, mais avec toujours pareil des histoires qui sont racontées en rapport avec la culture aborigène et toutes leurs croyances ancestrales. Donc on retrouve vraiment cette couleur rouge assez caractéristique, là même si elle est plutôt orangée en fait, et c'est dû à l'oxydation de la roche par l'humidité, ce qui fait que si vous cassez à un moment de la roche ou qu'elle vient de casser de par sa friabilité normale, elle est blanche au départ et il va lui falloir un peu de temps pour s'oxyder et récupérer cette couleur. Et donc petit conseil photographie, si vous voulez pouvoir capter la bonne couleur de cette roche, c'est bien évidemment de faire une balance des blancs personnalisée, et d'utiliser une charte de gris. Je vous renvoie d'ailleurs sur la vidéo faite sur ce sujet si vous ne savez pas l'utiliser, parce que sinon l'appareil a vite fait d'être trompé par cette couleur et de vous mettre quelque chose qui sera soit trop orangé, soit trop terne par rapport à la réalité. Et ce serait quand même dommage de ne pas réussir à retranscrire cette couleur vraiment spécifique. Et au coucher du soleil, la grosse attraction du secteur, c'est d'aller sur un parking qui est orienté à l'ouest, pour pouvoir avoir vraiment le coucher de soleil qui se fait sur le rocher d'Uluru, et avec les couleurs rougeoyantes du crépuscule, la pierre prend une couleur encore plus intense et plus rougeoyante justement, et c'est vraiment très très impressionnant. On a vraiment l'impression que ça s'enflamme un petit peu, c'est vraiment superbe à voir. De retour au camp de base, nous apprenons que nous allons dormir à la Belle Étoile. Alors le ciel est dégagé, le mois de juillet est à la fois le plus frais et le moins pluvieux, ce qui offre les meilleures conditions pour apprécier le ciel de l'hémisphère sud. Ça permet de voir vraiment le bulbe complet de notre galaxie, là où dans l'hémisphère nord, il est souvent très proche de l'horizon, donc il y a beaucoup plus d'atmosphère qui gêne, voire en dessous de l'horizon, et donc ça le rend beaucoup plus difficile à observer. De plus, on a quand même beaucoup de veines, puisque cette première nuit est une nuit de nouvelle lune, donc on ne va pas du tout être gêné par la lumière de la lune, et ça va permettre une bien meilleure observation du ciel. On nous met en garde sur le fait que nos chaussures et notre nourriture ne doivent pas rester en dehors des sacs de couchage, parce que sinon les dingos vont venir les chercher. Et donc qu'on risque de se retrouver pieds nus et sans nourriture le lendemain. Et donc effectivement, le spectacle offert par la nuit est vraiment à couper le souffle. C'est simple, j'avais jamais vu de mes yeux un ciel garni d'autant d'étoiles et de nuages de gaz qui soit visible à l'œil nu. Donc bien sûr, j'avais vu des photos de gens qui avaient réalisé des clichés en Atacama ou des choses comme ça qui étaient particulièrement impressionnants, mais le voir de ses yeux en direct, ça change totalement la donne. Cependant, malgré ce spectacle, faute d'une bonne compréhension des instructions, cette nuit a été extrêmement rude. La température était autour de 4 degrés, oui, il a fait très très froid, c'est les nuits du désert, et en plus on est en hiver. On avait normalement un sac de couchage imperméable plus un sac de couchage chaud à mettre à l'intérieur, sauf qu'en fait on n'avait pas compris et que pour nous le sac imperméable faisait les deux. Et même si le spectacle de la voûte céleste méritait le détour à chaque réveil parce que le corps transite froid, forcément on se réveille, il faut avouer quand même que la nuit a été particulièrement difficile. Au lever du jour, on monte sur un petit belvédère proche du camp pour assister au lever de soleil sur Uluru et Katachuta. Katachuta qui sera le second site majeur que nous allons visiter pendant notre excursion de 3 jours. Encore une fois, les couleurs et le spectacle sont saisissants, simplement j'ai laissé l'appareil photo au camp de base. Je n'avais donc que mon téléphone portable sur moi pour en faire des images, qui fait que c'est un petit peu moins qualitatif pour jouer de l'euphémisme. On se fait donc une petite heure de route pour rallier Katachuta et le circuit de la Vallée des Vents qui fait environ 10 km. Le site est absolument superbe, la couleur de la roche est semblable à celle d'Uluru, bien que la sculpture des roches soit totalement différente. On sent que en termes de vent, en termes d'eau, ça n'a pas eu tout à fait le même effet, que ça n'a pas fait le même travail sur la roche. Nous ne verrons qu'une toute petite partie du massif, puisque le site de Katachuta est extrêmement grand, et si nous avions voulu en faire le tour, il nous aurait fallu facilement 2 jours de marche. Donc voilà, il y a un petit circuit au milieu qui n'en demeure pas moins assez magnifique et impressionnant. Pour les amateurs d'images aériennes, sachez également qu'il est possible de demander des autorisations de vol pour les sites que sont Uluru, Katachuta et le suivant que nous verrons plus tard. Ça vous permet de disposer du droit de voler dans le parc en toute légalité, pour peu que vous ne survoliez pas les zones pédestres qui sont donc empruntées par les autres touristes. Attention cependant à pas vous faire avoir comme moi, il faut environ facilement 4-5 jours pour obtenir une autorisation en hiver, en période creuse.
beaucoup plus si vous y allez en période estivale, donc sur les mois de décembre, janvier, février pour nous. Sinon, vous allez devoir faire comme moi et voler en toute illégalité sur le parc, avec donc tous les risques que cela comporte. Par ailleurs, prévoyez une copie papier de vos autorisations, d'où l'importance de faire la demande en amont quand vous êtes encore en France pour pouvoir les imprimer. Parce que sur la partie où j'avais des vols autorisés et où donc j'ai pris beaucoup plus le temps, où je me suis pas caché pour voler, j'ai été interrompu à peu près 3 fois en seulement 20 minutes. Et comme mes autorisations, je les avais reçues par mail, qu'elles étaient dans le même smartphone qui me servait à piloter le drone, je me suis retrouvé à chaque fois à devoir ramener le drone, le poser, pour switcher, pouvoir montrer mes autorisations, et vous redécollez, vous repartez 3 minutes après, et bim, on vous redemande en vous disant que vous n'avez pas le droit, parce que il y a assez peu de gens qui savent que c'est possible, donc assez peu de gens qui demandent les autorisations, donc assez peu de gens qui volent. Et donc, tous les guides sur place sont sur la ligne, c'est interdit de voler en drone, et donc vous vous demandez de vérifier que ce que vous dites est vrai et que vous ne leur mentez pas en leur disant que vous avez des autorisations. Donc prévoyez bien d'avoir un formulaire en format papier ou sur un autre device que vous pouvez leur donner entre les mains pendant que vous continuez de voler et de faire vos images. Cet aparté étant fait, revenons-en à notre périple dans la vallée des vents. La montée, elle est plutôt rude. La descente, d'ailleurs, l'a été encore plus pour moi avec mon genou abîmé. Mais au milieu, en fait, vous arrivez, alors que vous êtes dans la vallée vraiment encaissée par les rochers, et vous arrivez sur un superbe panorama sur le site, qui est vraiment à couper le souffle, et qui mérite largement les efforts et le temps que vous allez consacrer à cette montée. Le tour, donc, comme je vous le disais, a été pour moi assez physique. Ça grimpe fort, ça redescend fort, c'est escarpé, et en plus, même s'il ne fait que 30 degrés, le soleil tape très très fort, et mine de rien, il fait déjà très chaud. Il est ensuite temps de reprendre la route pour rallier notre camp de base pour la soirée, et ce nouveau camp de base est situé à peu près 5 heures de route de là. On prend la peine sur le chemin de ramasser du bois, pour pouvoir bien sûr faire un bon feu et avoir moins froid que la nuit dernière. Et bien évidemment, cette deuxième nuit, on va penser à prendre le sac de couchage qui va bien, et on va passer une très 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 bonne nuit. Sur la route, on va également s'arrêter pour voir un lac de sel d'un peu plus près, avec un petit belvédère. C'est pas forcément le plus grand, c'est pas forcément le plus beau, mais il a le mérite d'être sur la route et d'éviter un détour supplémentaire qui rallongerait encore notre temps de route. Le soir, on mange une cuisine réalisée au feu de bois par notre guide, pendant qu'un de ses collègues, qu'il ramène à Alice Springs, joue de la guitare en chantant. L'ambiance est vraiment sublime, apaisante et dépaysante. Le sourire me monte à titre perso naturellement. Il n'est absolument pas possible d'y résister, on se sent vraiment super bien. Le lendemain, on se réveille encore une fois très tôt, puisqu'on se réveille un petit peu avant 5 heures, parce qu'il faut que le départ pour Kings Canyon se fasse rapidement. En effet, le but c'est de commencer l'ascension de Kings Canyon à la fraîche, avec les premières lueurs du jour, afin de profiter donc de la fraîcheur de la nuit, avant donc que la journée ne devienne absolument insupportable en termes de chaleur. Ça pique un peu, mais effectivement c'était nécessaire. Le dénivelé est très important, ça monte assez raide, et la fraîcheur matinale est vraiment bienvenue pour effectuer cette première ascension dans de bonnes conditions. J'avoue que si j'avais fait ça à partir de 13-14 heures, ça aurait été compliqué. D'ailleurs, il y a plein d'endroits comme ça sur les sites que nous avons visités où la balade est fermée et interdite si la température dépasse un certain niveau. Le but étant donc de vous éviter de faire ça en plein cagnard avec du 40-50 degrés en plein cœur de l'été et de tomber en déshydratation, en malaise avec des nécessités d'avoir des secours qui viennent. Donc sachez-le aussi, il faut se renseigner avant sur les températures prévues et partir aux horaires adaptés pour permettre d'avoir l'ouverture du circuit et éviter de se retrouver planté là à ne pas pouvoir visiter le site. Donc là encore sur ce troisième site, le spectacle est de toute beauté. Franchement, la roche a toujours cette coloration un peu spéciale, mais par contre là encore, les dessins qui ont été faits par l'eau et par le vent sont totalement différents. C'est vraiment assez incroyable puisqu'on est sur le même type de roche, le même type de constitution géologique, et malgré tout, les réactions à l'environnement ont été totalement différentes. Et pour le coup, sur ce site-là, comme j'ai reçu mon autorisation la veille au soir pour voler, je peux prendre un petit peu plus de temps, même si, comme je vous le disais, il va y avoir beaucoup d'interruptions de la part des guides, et donc je vais pas pouvoir vraiment travailler mes plans pour autant, parce que je vais être obligé de ramener le drone et de me reposer quasiment tout le temps. Et dernière contrainte, bien évidemment, c'est le fait que nous avons un temps qui nous est imparti, puisqu'il va y avoir ensuite toute la route du retour à faire. Et donc, je ne peux pas me poser pendant 2 heures pour faire des repérages et tourner mes plans, puisque, bien évidemment, il va falloir qu'on suive le rythme du groupe. Et donc, j'ai pris de l'avance pendant qu'ils allaient faire un petit détour au cœur du canyon. Moi, je suis monté, j'ai essayé de tourner un petit peu en attendant qu'ils me rejoignent, mais après, il fallait de toute façon remballer pour enchaîner. Petite anecdote au passage, j'ai failli perdre littéralement mon drone à ce moment-là.
En effet, ce que j'avais fait, c'était que j'avais laissé en fait la batterie enclenchée à l'intérieur du drone pendant les 2 jours précédents pour pouvoir gagner du temps au moment de la mise en route. Parce que quand vous laissez la batterie comme ça, il y a moins de temps de préchauffage, vous n'avez pas non plus à la chercher, à la clipser, etc. Et comme les 2 jours précédents, je tournais vraiment en thread, j'avais besoin d'être le plus efficace possible. Et ces quelques secondes de gagner, c'était quelques secondes de risque en moins. Sauf que lors du premier décollage, donc comme j'avais pas beaucoup de temps non plus, forcément vous décollez, vous commencez à partir pour faire vos plans. J'ai au bout d'une toute petite minute le drone qui se met en alerte, souci de batterie et qui commence à perdre de l'altitude et de la puissance. Il était à 500-600 mètres de moi déjà, et donc il a fallu que je le ramène alors qu'il était en train de frôler les quelques arbres du secteur, etc. J'ai vraiment cru que j'allais pas le récupérer, il s'est posé à une 50aine de mètres de moi, complètement à l'arrache, et franchement je me suis fait très très peur. Surtout que quelques secondes plus tôt, il était au-dessus du canyon, avec un vide de plusieurs centaines de mètres en dessous de lui, et que s'il s'était arrêté à ce moment-là, clairement c'était absolument impossible de le récupérer, d'en récupérer les images ou quoi que ce soit. Autre petite anecdote, c'est que ce jour-là, le ciel décide de participer au spectacle global. En effet, on a une bande de nuages assez spéciale, vraiment bizarre, qui surplombe le site et qui fait des dessins dans le ciel avec une géométrie vraiment spéciale. Ouais, j'arrive pas à le définir. Ça fait vraiment une grande bande de nuages toute droite et c'est vraiment sympa et impressionnant. Et sur les photos en panorama, ça donne un effet un petit peu bizarre. À Kings Canyon, c'est également l'occasion de trouver des traces de preuves qu'auparavant il y avait ici de l'océan et un fond sédimentaire marin. En effet, on a certains endroits où il y a des plaques où on voit encore le sol marin qui s'est solidifié avec le temps et qui était auparavant du sable avec les petites vaguelettes. Et ça, c'est vraiment assez sympa à observer également. Notre regret sur cette étape de 3 jours aura encore une fois été principalement de courir, d'avoir l'impression de manquer de temps. Si cela vous est financièrement possible, préférez le faire sur 4 ou 5 jours avec votre véhicule individuel. Le problème étant quand vous faites ça que les lieux pour séjourner autour d'Uluru sont extrêmement chers en termes de nuitée et que les camps de base comme nous avons eu pour bivouaquer en fait sont réservés aux entreprises qui organisent ce type d'excursion. Mais si vous avez les moyens de le faire, en tout cas ça vous permettra vraiment de profiter de chaque instant, de chaque site, de pouvoir faire les tours que vous voulez, de pouvoir vraiment prendre votre temps. Et vu la beauté des sites en question, je pense que c'est vraiment un excellent choix si vous pouvez faire ce choix-là. Au passage, ça vous permettra sur le chemin du retour de profiter du Hanbury Meteorite Conservation Reserve. Et oui, j'ai un accent d'anglais toujours aussi mauvais. Et de ces cratères météoritiques qui sont visiblement aussi très impressionnants, qui sont à 2 heures d'Alice Springs et à quasiment aucun détour par rapport à la route du retour depuis Kings Canyon. Ce qui fait que si vous avez pris un peu plus de temps et que vous avez pu bien faire tous les sites, vous pouvez éventuellement prévoir une petite journée pour aller faire un tour sur ce site qui a l'air assez remarquable. Sachez également que même si c'est le désert et qu'il pleut assez peu, quand il pleut de manière massive. Et donc vous avez régulièrement au bord des pistes des petits panneaux qui indiquent des flood roads. Donc ce sont des routes qui peuvent être submergées en cas de pluie. Et ce panneau flood road vous indique en fait la hauteur de caisse conseillée pour pouvoir passer en 4x4 lors des fortes pluies. Donc c'est quand même important de le savoir pour éviter de vous faire surprendre si vous n'avez pas un 4x4. On retiendra aussi que dans les restaurants, les desserts semblent beaucoup moins importants que chez nous. En effet, l'accompagnement déjà est souvent proposé à part, là où chez nous ça fait souvent partie des plats et là chez eux c'est pas compris en fait, faut le prendre en plus. Il y a assez peu de formules, assez peu de menus. Contrairement à ce qu'on trouve beaucoup chez nous. Et donc, en général, vous avez 1 ou 2 desserts, histoire de dire que si vous voulez un dessert, vous pouvez en avoir un. Mais on n'a pas des cartes de dessert assez pléthoriques comme on peut les trouver chez nous. Le lendemain, le vol n'est qu'en fin de journée. Et on décide donc d'aller visiter le Alice Springs Desert Park, qui est en fait un parc animalier avec les espèces locales. Laetitia ne voulant pas attendre le bus, on y va en taxi, comme des nantis, puisque ça nous coûte déjà un peu cher. Et en plus, l'entrée du parc est à $32, ce qui fait assez cher, puisque là, en termes de dimension, en termes de choses à voir, je dirais que ça fait à peu près 1/10 d'un Beauval. Donc clairement, en rapport, on va dire, qualité et quantité de choses à voir prix, c'est pas vraiment intéressant et on sent bien là encore qu'ils savent que les touristes vont vouloir y faire un tour et qu'ils se font plaisir. Ça va être néanmoins l'occasion de voir des dingos puisqu'on n'en a pas croisé en vrai, de voir également des dragons de Komodo qui sont relativement présents normalement dans la faune locale mais qu'on n'a pas pu croiser non plus. Toutes les espèces nocturnes qu'on a effectivement pas vues puisque on a dormi pour pouvoir assurer pendant nos journées qui étaient quand même assez éprouvantes physiquement.
Bien que même comme les photos ont été faites dans un noir quasi complet, je vous les mets là pour illustrer, mais elles ne sont pas très très jolies. Ou encore le fameux lézard que moi je trouve qu'on a l'impression qu'il est venu des enfers. Et c'est également l'occasion de découvrir un arbre assez spécifique, là pour le coup qui est pas spécialement noté dans le parc mais qu'on a croisé, puisque les feuilles poussent autour des branches, et c'est assez surprenant. Il est ensuite temps donc de quitter Alice Springs pour rallier notre prochaine destination. Je ne vous en dis pas plus, ça sera dans le prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses, vous a permis de découvrir un peu plus l'Australie. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, vous abonner et partager. N'hésitez pas à faire un tour sur Tipeee pour soutenir la chaîne financièrement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos en rapport avec les photos, la techno, l'informatique, les jeux vidéo et donc les voyages qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.